Ce qui frappe, c'est qu'on la voit sur le fond noir, vide du cosmos. On ne voit pas les étoiles. Il y a la Terre et on voit la limite. Au-delà de l'horizon, c'est noir d'encre. La première sensation, c'est dans l'univers, il n'y a que nous, la Terre et nous. Alors, on a parlé de constellations, on a parlé de lanceurs. Et l'homme et la femme dans tout ça, hein? On peut se poser la question. On vient donc de parler pendant 2 heures de technologie, de lanceurs réutilisables, de constellations de satellites. Mais les hommes et les femmes ont-ils encore leur place dans le New Space? Maintenant, vous savez tous ce que c'est que le New Space, hein, on ne va pas vous l'expliquer à nouveau. Donc, est-ce que les hommes et les femmes ont une place dans le New Space? On va poser la question à Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, les habitués de ces après-midi de Cap sur l'avenir le connaissent. Puis il y a d'autres qui le connaissent aussi. Il y a ceux qui ont suivi ces missions, 3 missions dans l'espace. Les anciens alors. Les anciens, ouais. Oh, il y en a encore quelques-uns. Et puis, donc 3 missions avec la NASA. Et tu as eu la chance de voler à bord de la navette spatiale. Oui, la navette spatiale américaine qui ne vole plus depuis 12 ans. C'est pas à cause de toi? Mais qui était un engin incroyable. Mais tu disais d'ailleurs les hommes et les femmes, mais il n'y a pas que les hommes et les femmes, il y a tous les êtres vivants, il y a aussi les animaux. Ça a commencé par des singes. J'ai volé avec des rats, avec des escargots, des cafards. Il n'y a pas que les humains qui volent. Aujourd'hui, on parle du retour sur la Lune. C'est fait partie aussi c'est un des volets du New Space, parce qu'on a parlé beaucoup de technologie, mais dans le New Space, il y a un volet retour sur la Lune, et on voit qu'il y a quand même une grosse concurrence entre les grandes nations. Et quand on dit concurrence, c'est comme si certains essayaient de gratter un gâteau par rapport aux autres ou aller plus vite, ce qui n'est pas le cas, hein. Les Chinois ne cherchent pas à être les premiers, les Indiens non plus. C'est les Américains qui ne supporteraient pas de ne pas être les premiers à y retourner. Donc, ils ont accéléré. Il y a même un moment donné où le président américain disait 2028, quand les Chinois ont lancé 2030, dans la foulée, le président américain a dit c'est inacceptable s'ils y vont et qu'on n'y va pas. Donc, il a donné instruction à la NASA 2028. Et l'année suivante, alors qu'il n'y a eu aucune annonce des Chinois, 2028, c'est trop tard. Je veux 2024. Ce qui a bouleversé tous nos développements en Europe et des partenaires pas de l'ISS, du Gateway. Et puis 2024, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, ce sera probablement plus proche de 2028. Mais ils veulent être avant les Chinois. Mais je pourrais profiter d'être ici pour vous parler en quelques mots, peut-être en préambule, du métier d'astronaute, du métier d'ingénieur. Tu es bien placé pour. Et puis, parce que vous savez, souvent, les enfants, et même les jeunes, hein, quand ils disent qu'ils rêvent d'être astronautes, en fait, ils ne savent pas en quoi consiste concrètement au quotidien le métier d'astronaute. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils rêvent d'aller dans l'espace. Mais la façon de le dire, c'est « je rêve d'être astronaute ». D'ailleurs, ça fait éclater de rire les astronautes d'Apollo. Si vous regardez des interviews où on leur pose la question « est-ce que vous rêviez d'être astronaute quand vous étiez gamin ?» Ça n'existait pas du tout. Il n'y a aucun astronaute de l'époque Apollo qui a rêvé enfant d'aller dans l'espace ou d'être astronaute. Mais alors, quand on demande à ceux qui pensent avoir une idée de ce qu'est le métier d'astronaute, aujourd'hui, un astronaute, c'est quelqu'un qui va faire de la recherche scientifique dans l'espace. C'est faux. Ce ne sont pas les astronautes qui font la recherche, même si leur travail implique du matériel scientifique. Un astronaute, moi je résume toujours en une phrase, en quoi consiste le métier? Ça consiste à être opérateur de machines complexe en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Voilà. Qu'est-ce que c'est être opérateur de machine? C'est agir sur des commandes, des interrupteurs, des boutons rotatifs, des manches de pilotage, pour accomplir une tâche en fonction d'informations présentées sur des indicateurs, des écrans, et en respectant une checklist. Donc le métier qui se rapproche le plus encore aujourd'hui du métier d'astronaute, c'est les pilotes d'avion. Dans un avion, dans le cockpit, vous êtes entouré de commandes, d'instruments et d'écrans, et puis il faut accomplir une certaine tâche. Alors les machines qu'on nous confie, c'est le vaisseau spatial, c'est des systèmes robotiques, c'est le scaphandre pour sortir dans le vide, parce que c'est un mini vaisseau spatial à lui tout seul, même s'il a la forme d'un corps humain, c'est une machine.
Et dans le cadre de l'ISS, à 70% du temps, les machines qu'on confie aux astronautes, c'est du matériel scientifique. Ce sont des équipements scientifiques, des séquenceurs d'ADN, des microscopes électroniques, des centrifugeuses. Mais ça n'est pas l'astronaute qui effectue la recherche. Ce n'est pas lui qui analyse les données, résultats de ses expériences et qui les publie dans des revues. Il est juste, comment on appelle ça c'est opérateur ou technicien ou manipulateur comme dans un laboratoire. Mais alors parfois, son nom est associé dans les publications. Mais l'astronaute, quel que soit son passé scientifique, c'est pas lui qui fait la recherche. Il est opérateur de matériel scientifique. C'est d'ailleurs la grande différence avec nos vols R0G, les vols en avion, en vol parabolique, où on invite à bord des scientifiques qui sont eux-mêmes opérateurs de leur propre expérience. Donc eux, ils font la recherche et ils manipulent. Mais je reviens au métier d'ingénieur, parce que derrière l'astronautique, d'ailleurs, je rappelle souvent la différence entre astronomie et astronautique, parce que j'ai visité environ 1 millier de classes d'élèves en 33 ans d'astronautes actifs, primaire, collège, lycée, classe prépa, etc. Et on me pose souvent plus de questions d'astronomie que d'astronautique. Alors, vous êtes passé près des trous noirs, et les gaz interstellaires, ça ressemble à quoi? Ça, c'est surtout les jeunes. Mais l'astronomie, c'est une discipline scientifique pour des chercheurs qui étudient les astres et les objets célestes et les trous noirs, les galaxies. L'astronautique, c'est une discipline scientifique, c'est une discipline technique pour des ingénieurs dont le but de leur métier, c'est concevoir des machines qui marchent dans le vide spatial, concevoir des lanceurs et des satellites et des sondes interplanétaires. L'astronautique, ce n'est pas du tout une discipline de recherche scientifique étudiant le cosmos. Mais parfois, les uns rendent service aux autres. Les astronautes même mettent au service des astronauticiens des cartes d'étoiles pour nos senseurs stellaires, pour nous orienter dans l'espace. Et les astronauticiens, les ingénieurs en astronautique, mettent au point des engins pour rendre service aux astronomes, comme des télescopes spatiaux. Et les ingénieurs sont capables de prouesses incroyables. Alors, j'aime bien en citer souvent 3 qui touchent à l'espace. D'ailleurs, je ne parle pas aux plus anciens, mais parmi les jeunes, est-ce que vous savez quels sont les engins spatiaux conçus par des astronauticiens au service d'astrophysiciens, les plus anciens qui volent dans l'espace aujourd'hui et qui fonctionnent? Est-ce qu'il y en a un qui tente? Un jeune, oui. Les sondes voyageurs 1 et 2 ont été lancées il y a 46 ans. Elles ont quitté le système solaire. C'est-à-dire qu'elles sont à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. On considère qu'au-delà, on est plus soumis à l'influence du milieu interstellaire que du milieu de notre système solaire. Et toutes les deux fonctionnent encore et on converse avec elles. Alors, Voyageur 2 nous a fait une petite frayeur récemment, mais on lui a envoyé une commande qui lui redonne 1 ou 2 ans de vie. Mais dans 1 ou 2 ans, c'est fini. Mais c'est quand même dingue. Une machine qui fonctionne dans l'espace en continu depuis 46 ans. Et voilà, c'est ça ce que font des ingénieurs. Mais alors, plus récemment, il y a un truc qui me fascine, c'est le James Webb. Alors, vous avez entendu parler de ce télescope conçu par des ingénieurs pour satisfaire des besoins scientifiques. Donc, comme on voulait un télescope qui ait une vision plus précise que ceux d'avant, il fallait un miroir qui dépasse la taille des coiffes des fusées, puisque vous savez ce qui fait la résolution d'un télescope. Je ne suis pas astronome du tout, hein. Mais après mon 3e vol spatial vers Hubble, j'étais obsédé par l'idée de posséder mon télescope. Voilà, donc j'ai relu. Rappelle-nous, justement, ouais. Pour les plus jeunes, rappelle-nous l'épopée d'Hubble, parce que ça a été quand même un grand moment, ça. Non seulement dans ta carrière, mais oui. pour nous autres terriens qui avons suivi cette épopée-là. Alors, il y a 2 grands avantages. Alors, je parle sous le couvert d'astrophysiciens ou astronomes qui sont peut-être dans la salle, mais l'avantage de mettre un télescope dans l'espace, il y en a 2 principaux. C'est comme il est en dehors de l'atmosphère, il voit des choses qu'on verra jamais ou mal depuis le sol, parce que l'atmosphère filtre certaines fréquences émises par les objets célestes. Et l'autre avantage, c'est comme il n'est pas attaché à la Terre,
On peut garder le capot ouvert à observer des objets célestes pendant des dizaines, voire des centaines d'heures d'affilée. Alors qu'un télescope sur Terre, il faut régulièrement, quand on passe 2 jours, il faut fermer le capot. Et c'est comme ça qu'on a des expositions de plusieurs jours d'affilée sur des coins du ciel où depuis le sol on ne voyait rien parce que les photons n'étaient pas assez énergétiques pour exciter les capteurs au niveau du point focal. Mais donc grâce à Hubble, on sait que dans des coins comme le Deep Field, le champ profond, en fait, il n'y a pas quelques millions de galaxies dans notre univers observable, mais il y a quelques centaines de milliards de galaxies. Et chaque galaxie, c'est en moyenne quelques centaines de milliards d'étoiles. Donc ça fait quelques dizaines de milliers de milliards d'étoiles dans les quelques pourcents de notre univers qu'on est capable d'observer. Et il paraît qu'en ordre de grandeur, on considère à peu près une planète par étoile. Donc ça fait beaucoup, hein. Et pourtant, on est peut-être seul. On ne sait pas. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'on peut avoir des expositions très très longues, bien stabilisées. Pendant que les télescopes est en orbite autour de la Terre, ils pointent le même objet céleste sans jamais être perturbés par le Soleil. Et puis un jour, Hubble est tombé en panne. Il est tombé en panne, mais grave. Il s'est mis en mode survie. Les gyroscopes étaient morts. Et la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite en quarantaine à Cap Canaveral. On vient de cracher une sonde sur Mars. Je crois que c'était Mars, je ne sais plus, Mars Observer ou Mars Explorer. Enfin, une sonde martienne. Je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA. Et vous, Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute NASA. N'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de le capturer. Mais bon, on est entraîné, hein, on fait notre job. C'est pas... Quand on part, on est confiant parce que d'abord, tout le monde nous le dit. On vous dit que vous êtes prêt, donc même si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, on vous le dit. Donc s'il dit que je suis prêt, c'est que je dois être prêt. Et donc, la taille de Hubble, c'est 2,40 m, la taille du miroir. Et c'est conditionné, il est à l'intérieur de la structure principale, et c'est conditionné par la taille de la coiffe des fusées, la soute de la navette, ou la taille de la coiffe d'Ariane 5. C'est à peu près pareil, de l'ordre de 5 mètres. Et si on veut voir plus précisément, il faut des miroirs plus grands, donc qui sont repliés pour le lancement et qu'on redéploie une fois dans l'espace. Eh bien, les 18 miroirs qui composent le miroir de 6 mètres et quelques du James Webb Space Telescope, les ingénieurs ont mis au point un mécanisme d'alignement qui a une précision de 1/10 millième de l'épaisseur d'un cheveu humain. Alors, un cheveu humain, c'est entre 50 et 100 microns. Prenons le cheveu le plus épais. Donc, 1/10 millième de 100 microns, ça fait 1/100 de micron. Et ça, c'est pas la capacité de mesure. La mesure de décalage est encore meilleure. C'est la capacité d'alignement par des processus mécaniques, piézoélectriques. C'est ça. Et ça, c'est inventé par des ingénieurs. C'est-à-dire que les ingénieurs sont capables d'inventer des trucs de dingue. Et un autre exemple que j'aime bien citer, c'est celui des horloges atomiques. Vous savez que la précision de votre GPS dans votre téléphone dépend directement de la précision des horloges atomiques qui sont dans les satellites de navigation Galileo, GPS, Beidou, GLONASS. Et j'ai appris récemment en visitant l'Observatoire de Paris qu'il y a un prototype d'horloge atomique. Il lui faut 2 fois l'âge de l'univers pour dériver d'1 seconde. 30 milliards d'années. Voilà. Et pour ça, il faut refroidir les atomes. Vous savez, vous prenez n'importe quel objet naturel dans l'univers, même au milieu de nulle part, au milieu du milieu intergalactique, il est à environ 4 degrés Kelvin absolu. L'humain est capable de concevoir, de refroidir de la matière à des dixièmes, centièmes, voire millionièmes de degrés absolus. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que quand on est ingénieur, on est capable de faire des trucs incroyables. Donc, comme disait Georges Pierre Latécoère, c'est bien ça son prénom, parce qu'ils s'appellent tous... Non, Pierre-Georges Latécoère. Si un jour vous croyez qu'un truc est impossible, alors lancez-vous et faites-le. Voilà. Mais donc, je voulais dire une troisième chose sur le métier d'ingénieur. Dans le métier d'ingénieur, il y a le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Et c'est 3 choses différentes.
Le savoir, c'est ceux qui ont la connaissance scientifique. Donc à la limite, ce sont des scientifiques, des doctorants qui peuvent vous dire la température de fusion du titane, etc. Il faut du savoir pour pouvoir faire après de la technique. Après, le savoir-faire, c'est celui de l'industrie. C'est l'industrie qui sait faire des fusées, des satellites. Mais il y a plus dur encore, et qui est le rôle des ingénieurs dans les agences spatiales. Le rôle d'un ingénieur au CNES, à l'ESA, à la NASA, c'est de savoir faire. Donc, il n'a pas forcément le savoir, enfin, il faut qu'il en ait un peu, hein. Il n'a pas forcément le savoir, l'expérience industrielle, mais il doit savoir spécifier ce qu'il veut et savoir faire à l'industrie ce qu'il veut. Parce que tous les projets gouvernementaux, donc militaires, ceux qui conçoivent, ceux qui fabriquent les avions de chasse, les tanks, les missiles, c'est l'industrie. Mais elle ne le fait pas comme ça en les sortant d'un chapeau. Il y a des contrats avec des spécifications techniques écrites par des ingénieurs de la DGA, à laquelle j'appartiens. Mais j'ai été détaché toute ma vie. La DGA, c'est Direction Générale pour le moment. Mais j'ai été détaché toute ma carrière, toute ma vie dans des agences spatiales. Donc, je connais la DGA par le nom et par le titre que j'ai comme ingénieur général. Et c'est pareil dans les agences spatiales. Le rôle d'une agence spatiale, c'est de dépenser intelligemment l'argent que le gouvernement leur confie à travers des contrats confiés à l'industrie. Mais il faut savoir écrire un contrat. Et quand ça ne marche pas en général, pas toujours, c'est pas parce que l'industriel n'est pas bon ou qu'il a fait une erreur, c'est que le contrat est mal écrit ou la spécification est mal écrite. Et savoir écrire les spécifications techniques d'un contrat que vous confiez à un fournisseur, c'est un vrai savoir-faire. Et c'est pas inné, quoi. Voilà, tout ça pour dire que vous pouvez être ingénieur un jour dans l'industrie, un jour dans l'Agence spatiale européenne ou l'Agence spatiale française, voire la NASA. Vous pouvez choisir plutôt d'être un ingénieur qui va faire une thèse en physique des fluides ou des matériaux pour mieux concevoir le fonctionnement des fluides dans un satellite en apesanteur. Parce que vous savez, dès que vous êtes en apesanteur, dès qu'il y a du liquide, il flotte dans les réservoirs. Donc il faut être assez sioux pour que le fluide soit toujours près de l'endroit où vous le tirez pour alimenter les moteurs. Et il y a plein de techniques, et les ingénieurs ont inventé des tas de trucs fascinants. Mais voilà, c'était pour vous parler un peu en quelques mots de mon point de vue d'ingénieur. Alors moi, j'ai été ingénieur au CNES, et puis avant, donc, d'une agence spatiale qui est censée avoir du savoir-faire, et qui a du savoir-faire, puisque... un exemple, c'est le CNES qui est à l'origine des spécifications techniques confiées à l'industrie, qui a conçu des satellites qui mesurent la hauteur des vagues depuis des satellites à quelques millimètres près. Voilà, depuis l'espace, on arrive à mesurer. Alors, pour mesurer la hauteur des vagues à quelques millimètres près, il faut connaître la position du satellite au moins à la même précision. Et ça, c'est des gens du CNES qui ont mis au point ces trucs-là, quoi. Mais voilà, vous pouvez choisir d'être le chercheur, l'ingénieur qui aura le savoir, celui qui aura le savoir-faire, celui qui aura le savoir-faire. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais il faut bien comprendre qu'il y a ces différentes composantes et il faut bien s'entendre entre ces différentes composantes aussi, hein. Parce qu'en général, quand il y a un truc qui ne marche pas, chacun accuse l'autre. Mais bon, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même, hein. Donc, il n'y a pas un coupable, hein. Comme on dit, l'erreur, elle est humaine, et même dans l'espace. Alors, dans l'espace, il y a des erreurs, on n'a pas le droit de les faire. Alors, vous savez comment on fait pour être sûr de ne pas les faire ? Il y a certains interrupteurs, si vous les déplacez dans la mauvaise direction ou au mauvais moment, c'est boum et c'est mort tout de suite. Donc, on met une protection et on met une protection de la protection. Donc, vous ne pouvez pas le faire par hasard, quoi. Donc, vous prenez un interrupteur, vous le faites à deux, tu es sûr, c'est bien celui-là, oui, c'est celui-là, tu dis c'est vers le haut, oui, je confirme, c'est vers le haut, et tu enlèves le capuchon du capuchon, et c'est comme ça qu'on se protège des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. Mais les erreurs qu'on peut faire sans que ce soit pas trop grave, eh bien, on ne peut pas mettre des capuchons et des capuchons de capuchons sur les 1000 interrupteurs qu'il y a dans le cockpit de la navette, quoi. Donc
Donc parfois on fait des erreurs. Et il n'y a pas un astronaute qui n'a pas commis au moins une erreur dans sa mission, quoi. Et dans toutes les missions, il y a toujours des pannes, il y a toujours des erreurs humaines. Et comme on dit en aéronautique, c'était un professeur incroyable que j'avais eu à Supaéro, Jean-Claude Vaner, qui est toujours vivant et qui est un brillant spécialiste de la propulsion, les turbomoteurs, les réacteurs, et qui après s'est spécialisé dans le facteur humain. Il disait l'expérience, c'est ce qu'on le retient des erreurs auxquelles on a survécu. Donc ça veut dire deux choses. Si vous commettez des erreurs, il faut en tirer les leçons. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez jamais commis d'erreur, c'est parce que vous n'avez jamais tenté quelque chose de difficile ou de nouveau, donc vous n'avez pas acquis d'expérience. Donc vous régressez, vous avancez pas et puis vous disparaissez, quoi. Et c'est pas valable qu'en aéronautique, hein. Évidemment en astronautique, mais aussi en art, en sport, en vie associative. Voilà, parfois on fait des erreurs, mais... Et moi, j'ai un truc assez remarquable lors de ma carrière, c'est que j'ai vécu une dizaine d'années au cœur de la NASA. Je fais partie du groupe 14 d'astronautes NASA. Et j'ai assisté à la transition où les astronautes, entre celles où les astronautes avaient honte de reconnaître leurs erreurs et essayaient de les cacher, parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas bon. Et ça, c'est faux. Si vous êtes astronaute, c'est qu'on vous a sélectionné et qu'on vous a identifié comme étant bien câblé pour ce type de job. Les astronautes ne sont pas du tout des surhommes, des génies, contrairement à plein d'idées reçues ou des super sportifs. Tout ça, c'est des idées qui viennent de films, hein. Les astronautes, c'est juste des gens on a, par les tests psychotechniques, psychomoteurs, psychologiques, etc., et physiologiques, on a vu, ils sont bien faits pour ce type de job d'opérer des machines. Voilà. Ils ont une bonne vue, ils entendent bien. C'est pour ça que la sélection médicale est sévère, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il faut être en très très bonne santé pour vivre dans l'espace. C'est lié plus à la nature de notre job de piloter des machines qu'au... si vous allez dans l'espace juste pour vivre, manger, dormir, aller aux toilettes, vous laver, vous amuser avec les copains, regarder par le hublot, tout le monde dans cette salle peut aller dans l'espace, mais sans aucun problème en termes de supporter le lancement, etc. Mais donc, et c'était au milieu des années 90. À un moment donné, il y a un astronaute, lors d'un débriefing, il a décrit l'erreur qu'il a commise. Il a donné une idée de ceux qui avaient pu l'amener à faire une erreur. Il ne s'est pas dédouané pour autant. Et depuis, c'est reconnu comme un point positif de la part d'un astronaute de raconter ses erreurs. Parce que ça sert aux autres à ne pas les répéter. Et ça permet d'être meilleur la fois suivante, quoi. Donc, ce que disait Jean-Claude Vaner, c'est l'expérience, c'est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu et qui est un peu le pendant d'un dicton chinois qui dit « Failure is mother of success ». Failure au sens... En chinois dans le texte. Hein. Oui. Mais je ne parle pas chinois, peut-être. Bonjour, je m'appelle Edouard et j'aurais deux questions pour vous. Tout d'abord, quelle heure est-il sur Mars? Quelle heure est-il sur Mars? Ah, parce que vous avez vu que j'avais une Mars Timer. Oui, exactement. Non, mais là, il faut me donner la longitude. Ah, je n'ai... Dans cette montre, alors qu'il y a un dérivé d'une montre que j'ai inventée, qui est protégée par un brevet de l'Agence spatiale européenne et qui est faite par Omega, on peut rentrer la longitude et la latitude de n'importe quel point sur Mars. Il y a l'équation du temps dedans et ça vous donne l'heure solaire vraie sur Mars à cet endroit-là. Et bien sûr, on peut le faire pour la Terre. Et l'avantage, c'est que quand vous avez l'heure solaire vraie terrestre sur votre montre, elle peut vous servir de boussole géographique parfaite. On ne vous a pas appris ça, c'est dans les castors juniors. Hein, c'est vous pointez la petite aiguille vers le soleil. Et, donc, je n'ai pas la longitude, mais je pourrais effectivement l'avoir avec cette montre. Et de ce fait, deuxième question, quand l'espèce humaine sera-t-elle une espèce multiplanétaire? Merci. Bonne question, là. Hein. Alors, si on ne fait pas la même bêtise que les dinosaures, qui n'avaient pas de programme spatial, c'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est un écrivain américain qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance de pouvoir nous projeter et intellectuellement et techniquement et philosophiquement dans des voyages qui, depuis peu de temps, sont possibles dans le milieu extraterrestre. Alors, quand vous êtes en orbite terrestre, ou autour de la Lune ou sur la Lune, vous êtes encore dans l'environnement terrestre.
Donc vous n'êtes pas, même si on habitait et qu'on se reproduisait avec des écoles, des supermarchés sur la Lune, on resterait monoplanétaire. Mais si, dans très longtemps, j'entends dans 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, on a le temps, hein, si on apprend à vivre ailleurs, aujourd'hui on ne sait pas comment faire. Hein. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais je dirais, il n'y a pas de loi physique qui, de façon pure et dure, interdisent de l'imaginer et de penser que dans un lointain futur, on puisse un jour vivre ailleurs. Mais ce sera très dur. Parce que déjà, le système solaire, il y a un endroit qui est de très très loin plus habitable qu'ailleurs, c'est la Terre. Et même les coins les plus inhabitables de notre globe terrestre, les pôles, le sommet de l'Himalaya, sont bien plus habitables que le point le plus habitable de Mars, qui est au niveau de l'équateur. Donc Mars, dans ce siècle, c'est sûr, on tournera autour de Mars et normalement, si on n'est pas trop idiot, on devrait avoir des humains qui marchent sur Mars. Mais maintenant, vivre, pour être multiplanétaire, faut vivre sur place, se reproduire sur place, avec des écoles sur place, des business, des écoles d'ingénieurs sur place. Ça arrivera peut-être dans des milliers ou dizaines ou centaines de milliers. Je n'ai pas d'échelle de temps, mais c'est dans un très lointain futur. C'est dans un très lointain futur. La terraformation de Mars est impossible. En tout cas, sur des échelles de temps qu'on peut imaginer. Maintenant, c'est vrai que ce que m'ont dit des cosmologistes, on dit cosmologiste ou cosmologue, il paraît que c'est équivalent, c'est qu'il est écrit dans l'histoire de notre système solaire qu'un jour, la vie, toute forme de vie, de la plus élémentaire bactérienne jusqu'à la plus évoluée, sur Terre, sous les océans, sera terminée. Un jour, il n'y aura plus d'êtres vivants sur Terre. C'est écrit. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs, ben, l'humanité, finito, terminé. Donc, c'est une question que je me pose d'ailleurs. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une discussion que j'aimerais avoir Jacques, parce que Jacques, c'est un grand penseur et spécialiste d'éthique et d'histoire. Si, mais je suis sûr que tu peux développer un raisonnement là-dessus. Jacques, est-ce que c'est important ou pas que l'espèce humaine se donne comme objectif à très long terme, sans urgence du tout, contrairement à ce que dit Elon Musk, de trouver des solutions pour pérenniser l'espèce humaine pour qu'un jour, quand il n'y en a plus sur Terre, il y en ait quand même quelque part ailleurs. Donc la réponse à ma question, je ne sais pas, je pense que c'est possible, et si ça se fait un jour, ce sera dans un très lointain futur. Voilà. On va poser la question à Jacques Arnoux. Donc Jacques Arnoux, rappelle-nous quelles sont tes fonctions au CNES. Ma fonction elle est toute simple et Jean-François vient quelque part de m'introduire. J'ai la chance depuis 20 ans d'accompagner des gens comme Jean-François, donc astronautes, ingénieurs, pour simplement donner une plus grande épaisseur humaine à nos activités spatiales. Je dis non parce que comme ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, je me considère maintenant comme appartenant à ce milieu-là et c'est un honneur pour moi. À ta question, au fond, je dirais, la réponse, elle est, derrière vous, on la lit, le futur de la conquête spatiale. Et ça rejoint aussi la question de Gilles au début de cette table ronde. D'abord, le mot de futur. Si un jour on se prend un astéroïde sur la tête, ça, c'est notre avenir. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Alors tu disais, les dinosaures, ils n'ont pas eu de futur parce que leur avenir, c'était de recevoir un astéroïde et ils n'ont rien pu faire contre ça. Il n'y en avait pas d'autres sur d'autres planètes à ce moment-là. Des dinosaures. Oui, ouais. Des dinosaures, oui. On sait pas, après, on ne connaît pas les autres. Peut-être des cafards que tu as rencontrés dans ta navette. Je pense que depuis 20 ans, ça doit être intéressant, les soirées avec eux deux. Hein. Et donc, l'avenir, c'est ce qui nous tombe dessus. Pour ça, je prends l'image de l'astéroïde. Et notre avenir, on a plein d'avenirs possibles. C'est vrai que l'astéroïde, ça peut arriver, mais plein d'autres choses. Le futur, c'est autre chose. Le futur, c'est ce que nous décidons d'entamer pour demain. Et autour de moi, là, je veux dire, vous les jeunes, vous avez un futur. Vous êtes en train de le construire. Et nous, qui vont avoir des cheveux blancs aussi. C'est-à-dire, comment je m'engage dans les jours qui viennent. Parce que
ils sont aussi à venir, les jours. Voilà, on connaît maintenant, on va connaître l'heure sur Mars. Tout ça, c'est du calendrier solaire, martien, parfait. C'est comment nous habitons les jours à venir. Et ça, c'est déjà une partie de ta réponse. C'est-à-dire que dès lors que je me construis, nous nous construisons un futur, eh ben, nous entamons. Alors, de quoi il sera fait? Tu as cité à très juste titre notre ami, si je puis dire, Pierre-Georges Latécoère. Il est fait de tas de choses qui nous paraissent impossibles et qui seront possibles, et nous avons du mal à le savoir. En revanche, il est clair que dès que nous imaginons notre futur, dès que nous utilisons notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-faire, hein, si j'ai bien retenu la leçon, eh bien nous construisons ce futur. Et donc, les jours qui viennent seront influencés par ce que j'ai imaginé maintenant. C'est ça qui est fantastique. Les humains construisent leur futur à partir de ce qu'ils imaginent et qui va toucher demain, nécessairement, quel qu'il soit, sans doute différemment de ce que je l'imagine, mais il sera différent. Et je continue à le titre, le futur de la conquête spatiale. Quand tu l'as dit, Gilles, au début, est-ce qu'il faut encore parler, ou quelqu'un l'a dit à la première table ronde, est-ce qu'il faut encore parler de conquête? Parce que vous comprenez, ouais, toi, tu viens vers l'amour, ouais, non, peut-être pas, parce que c'est péjoratif. Je revendique l'usage du mot de conquête. Voilà, c'est pour ça que c'est jamais triste. Pourquoi? Parce que on est d'accord. Conquérir Mars en arrivant avec nos piolets, nos drapeaux, en disant c'est à moi. Enfin, tout ce côté négatif de la conquête, bien sûr qu'il faut le questionner et même si possible l'éviter. En revanche, c'est fait aussi partie de la réponse que je voudrais apporter, enfin, à ma contribution, c'est que dans le mot de conquérir, il n'y a pas que la conquête d'un territoire, il n'y a pas que la concurrence, tu l'as également écarté. Conquérir le savoir. Voilà. Il y a toute la conquête du savoir. Il y a tout ce que tu nous as décrit. Comment je vais demain imaginer le futur? Ça demande à conquérir d'abord sur moi-même. Tout à l'heure, tu nous expliquais à propos d'un autre astronaute comment il s'était préparé à la sélection. Ça demande de l'investissement, ça demande de dépasser mes limites. Et ça, c'est de la conquête, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande du courage, qui demande de prendre des risques. Confère ton proverbe pseudo-chinois ou anglo-chinois. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est qu'on prend des risques, il faut être audacieux. Et moi, je ne vois pas d'autre mot que celui de conquérir je suis d'accord. C'est juste pour alimenter. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura dans des milliers d'années. Et je ne sais pas comment on va répondre à tous ces avenirs que nous ne connaissons pas, à toutes ces astéroïdes, des astéroïdes qui nous tombent dessus et d'autres choses. En revanche, je sais que ça se prépare aujourd'hui. On peut résumer tout ce que je viens de dire par une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien. L'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Voilà, l'avenir. Maintenant, le futur, non seulement on rend possible, mais on fait qu'il devienne ce que l'on choisit qu'il devienne. Bonjour à tous, Christophe Vignon, moi je suis professeur de management et donc je suis vraiment heureux de partager donc, ce moment avec vous, d'une part, de voir qu'on a en face de nous un ouvrier spécialisé d'un nouveau type, effectivement un opérateur spatial. Et moi, une petite réflexion au départ de ma question. Je me rappelle très bien, et j'invite les étudiants à revoir ce film qui s'appelle Apollo 13, qui montre bien effectivement toute l'équipe qui a effectivement trouvé des solutions par rapport à des erreurs pour amener donc, les spationautes donc, sur Terre. Et c'est vrai que quand on se remémore cette époque-là, l'espace a fait beaucoup rêver, énormément de gens dans le monde entier. Et avec Apollo 13, ils avaient même commencé à couper même la télévision parce qu'on dit ça y est, maintenant on maîtrise. Et on voyait bien qu'en fait, on ne maîtrisait rien. Donc la question est simple. Quels sont d'après vous les défis qu'on doit relever pour maintenir effectivement cette conquête spatiale vraiment ouverte à tout le monde et que ça fasse encore rêver, que ça mobilise à la fois bien sûr les pouvoirs publics, les financements et aussi l'opinion publique? Je vous remercie. Merci pour la question. Mais alors, impliquer tout le monde, c'est bien au sens large. C'est pas tout le monde va dans l'espace. Parce que quand vous entendez parler de démocratisation, pour des raisons liées purement aux lois de la physique incontournables, ça restera toujours très risqué et très cher. Il faut énormément d'énergie pour mettre quoi que ce soit dans l'espace de façon durable, c'est-à-dire en orbite. Il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Pour vous donner une idée, la navette spatiale, au bout de 2 minutes, elle développe une puissance mécanique de 45 gigawatts. C'est la puissance électrique installée de la France entière en ce moment. Tout utilisateur d'électricité, TGV, usine, éclairage, etc. Et Ariane 5, c'est le même ordre de grandeur. C'est quelques dizaines de gigawatts. Donc, c'est ce qui fait que c'est cher et que c'est risqué.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la conception de lanceur reste probablement la discipline la plus difficile à maîtriser pour un ingénieur. Dans le domaine de l'astronautique, il y a 2 grands domaines. Il y a ce qu'on veut mettre dans l'espace, qui est utile, les satellites, les sondes interplanétaires, les télescopes, et il y a le moyen de les mettre là, c'est les fusées. Et concevoir, maîtriser la science des fusées, la rocket science, comme on dit en anglais, c'est plus difficile que concevoir un satellite. Parce qu'il faut maîtriser ses énergies avec quasiment pas de marge. Faut être excellent, comme on dit. L'excellence, c'est l'aptitude à atteindre le niveau de perfection nécessaire lorsque les marges d'erreur sont nulles et vous n'avez pas de marge quand vous concevez un lanceur. C'est pour ça que à la fin de Super Héros, quand entre diplômés ingénieurs qui voulions travailler dans le spatial, eh bien, y en a qui se battent pour travailler sur les lanceurs. Parce que les défis à relever sont plus difficiles à maîtriser que ceux pour concevoir un satellite de télécom ou d'observation de la Terre. Maintenant, il y en a d'autres qui veulent travailler sur les machines qui vont dans l'espace parce que ça fait rêver aussi. Mais voilà, il y a ces 2 mondes. Et votre question, c'était sur sur l'avenir, mais je pense que on fera toujours des choses plus difficiles dans l'avenir, plus performantes. Ce sera toujours risqué, mais il y aura toujours suffisamment de jeunes qui rêvent d'affaires spatiales pour qu'on ait dans notre société des scientifiques de l'espace très pointus, astrophysiciens, astronomes, planétologues, et des ingénieurs pointus dans le domaine spatial. On aura toujours des ingénieurs pour concevoir des trajectoires toujours plus optimales de fusées, des satellites toujours plus performants, des sondes capables d'aller visiter Vénus. Vénus, c'est un enfer. Et on s'est déjà posé dessus. Vous savez que Vénus, à la surface, c'est de l'ordre de 400 degrés. Et la pression, c'est l'équivalent de celle à 1000 mètres de profondeur au fond de nos océans, 100 bars. C'est-à-dire, c'est extrême. Ben, les ingénieurs ont conçu des machines. Alors, elles n'ont pas fonctionné longtemps, mais vous savez, Saint-Exupéry, encore pour le citer, disait « Si tu veux construire un bateau, mais ça peut être si tu veux construire une fusée, un satellite, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur dire chaque détail, comment il faut faire. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. » Il y aura toujours des gens qui auront suffisamment de désir de l'espace pour faire des grandes choses dans le domaine spatial. On aura des fusées un jour qui feront des choses incroyables. On aura des vaisseaux spatiaux incroyables. On aura un jour des astronautes qui ne seront plus que des opérateurs de machines, mais on aura aussi des sociologues, des anthropologues, des médecins pour exercer la médecine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les astronautes sont tous... mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Bonjour à tous, donc je me représente pour avant, donc je m'appelle Arthur Toiti, je suis chef de projet à EOIPSA et j'espère futur astronaute, en tout cas on va tout faire pour. Ma question est en 2 parties. Une première question, est-ce que selon vous, d'ici une distance raisonnable, donc à savoir entre 10 et 20 ans, la demande d'astronautes finalement va augmenter ou diminuer ou rester stable? Et l'autre question, cette fois-ci qui est un peu plus philosophique, est-ce que vous pensez que l'homme a envie de partir sur d'autres planètes parce que nous avons le désir de vouloir mieux nous connaître et donc partir sur d'autres planètes, ça permettra de mieux nous connaître nous-mêmes? Merci. Je me demande si vous n'avez pas lu un livre qui vient de sortir cette semaine dans lequel j'ai été co-auteur, c'est les nouvelles lettres persanes, où on a demandé à 28 auteurs d'écrire une lettre un peu comme à l'époque de Montesquieu. Et je me suis imaginé à bord d'un vaisseau qui part vers Mars, à mi-distance, donc on voit plus la Terre. Et puis on ne voit pas encore Mars, sauf si... et j'écris une lettre à Carl Sagan, parce que le chief scientist des sondes voyageurs. Mais on ira... Enfin, l'espace, l'exploration spatiale, que je distingue de la recherche. Pour moi, recherche, c'est un mot que j'utilise pour recherche d'une solution à un problème. L'exploration, je n'ai pas de problème à résoudre. Je vais juste là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a.
et accroître mes connaissances et comment ça marche là-bas et pourquoi c'est comme ça et pourquoi il y a de l'eau sur Terre et pourquoi on est là. Et tout ça, ça fait partie de l'exploration. Comme j'aime bien prendre l'exemple d'un bébé qui commence à marcher à quatre pattes, vous le laissez, il ne va jamais rester dans le coin du salon. Pourquoi ? Parce qu'il a envie, grâce à ses sens, d'augmenter sa connaissance de l'environnement. Et donc, il y aura toujours des humains, mais ce sera pour accroître les connaissances. Comme disait Jacques, la quête de connaissances, la quête de savoir. On est curieux, l'être humain est curieux. Alors au départ, comme les animaux, on est curieux pour savoir où est-ce qu'il y a de quoi me nourrir et puis où est-ce que je peux m'abriter. Mais il se trouve que nous, on est curieux au-delà. C'est pourquoi on est là. Et je ne sais pas si un animal se pose la question, mais il y aura toujours ce type d'exploration spatiale. Et donc on ira toujours plus loin, mais ce sera difficile. Ce seront des missions de plusieurs années. Donc un peu comme à l'époque de Magellan ou Christophe Colomb, vous partez pour 4-5 ans, vous n'êtes pas sûr quand vous revenez, mais avec l'obsession que vous voulez revenir. C'est pour ça que je milite d'ailleurs depuis longtemps que le premier voyage habité vers Mars, ce serait bien que ça se fasse, quitte à attendre quelques décennies pour le faire, que ça se fasse avec plusieurs vaisseaux qui partent ensemble. Pas forcément le même jour, pas de même construction, de consortiums de coopération internationale différents, les Chinois et les Russes ou les Japonais, et nous avec les Indiens ou les Américains avec les Brésiliens, je ne sais pas. Et puis on fait 2-3 vaisseaux de conception différente, donc on n'a pas les mêmes modes de panne commune, comme on dit, et on peut se sauver mutuellement pendant le trajet. Un peu comme à l'époque des caravelles. Mais ça restera un petit nombre de personnes. Parce que votre première question, c'était qui ira dans l'espace plus tard ou combien de personnes. Ça restera toujours limité. Il n'y aura pas le tourisme spatial. Quand vous entendez parler de démocratisation, non. Ça restera cher et risqué. Donc ça restera pour des catégories de personnes qui sont à la fois très riches et très audacieuse. Il y a plein de gens riches qui n'ont pas envie de prendre de risques. Parce qu'aller en orbite terrestre aujourd'hui, on estime le risque de perdre la vie dans un vol spatial de l'ordre de 1%. D'ailleurs, je vous donnais des chiffres qui font quand même froid dans le dos. La probabilité de perdre l'ISS à cause d'un débris, sur une période de 10 ans, c'est de 1 sur 8. Dans des scénarios qui laissent le temps à l'équipage d'évacuer dans leur vaisseau de sauvetage, dans leur capsule. Et la probabilité de perdre un ou plusieurs astronautes à cause d'un débris spatial, qui impacte la station, mais un endroit qui fait qu'il y a un astronaute qui décède, sur une période de 10 ans, c'est 1 sur 60. Donc un astronaute qui fait un vol de 6 mois, ça représente un risque de 1 sur 1200 pour lui individuellement. Lui ou elle, quand je dis lui, astronaute, c'est homme et femme. Aujourd'hui, c'est à égalité. Donc c'est un job risqué. Et il y aura quelques privés chaque année qui iront en vol suborbital. Je dirais peut-être quelques dizaines. On va arriver à quelques dizaines par an. Peut-être de l'ordre de la dizaine, l'ordre de grandeur orbitaux par année. Mais on n'arrivera jamais à des centaines par an ou des milliers par an. Jamais. En tout cas, pas dans les 3, 4, 5 décennies qui viennent. Parce que c'est risqué, parce que c'est cher, parce que ça met en œuvre des énergies considérables et que, surtout les milliardaires, on le voit, ceux qui sont riches et qui peuvent se payer, comme Charles Simonyi, un des cofondateurs de Microsoft, donc multimilliardaire. Il s'est payé 2 fois le vol, le même vol. Il a été tellement bouleversé positivement par son expérience, c'était dans les années 2000, qu'il a voulu le revivre une deuxième fois. Mais pour lui, 50 millions de dollars, c'est un pain au chocolat. Je veux dire, ça n'a rien changé dans son... Mais donc, il demande à servir, à être utile. Un astronaute très riche, qui est suffisamment riche et audacieux pour pouvoir se payer un vol, il ne veut pas donner l'image de quelqu'un qui s'est fait plaisir juste parce qu'il était riche. Donc, ils sont à la demande de rendre service. Regardez, Jared Isaacman, milliardaire qui a acheté la première mission entièrement privée, sans astronaute professionnel à bord, il y a 2 ans. Inspiration 4. Il a commandé à SpaceX plusieurs missions Polaris. Donc, la prochaine, il va faire une EVA. Il va sortir dehors en scaphandre. Et
il fait pression sur la NASA. Permettez-moi d'aller vers Hubble. Moi, je suis prêt à payer toute une mission pour aller lui redonner, lui prolonger sa durée de vie. Bon, ce qui ne sera pas possible parce qu'il faut un SAS, il faut de la robotique, il faut, je veux dire. Mais, et puis tous ceux qui partent dans les missions Axiom, ils demandent confiez-nous des expériences. On veut être productif. Ils veulent être utiles. Donc c'est... Bon, et encore, il n'y a pas eu d'accident. Hein. Il n'y a eu aucun accident à ce jour sur un astronaute privé qui s'est payé un vol suborbital ou orbital. Mais bon, ça viendra peut-être, malheureusement. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. Déjà, je veux vous remercier que vous êtes là aujourd'hui. Vraiment, c'est incroyable. J'aurais vraiment jamais pensé qu'un jour, j'allais être dans la présence d'un astronaute. Mais vous êtes astronaute. On est tous astronautes, membres d'équipage du vaisseau spatial Pas Terre. encore. Pas encore, peut-être ça arrive un jour. Juste, je vais poser une question très simple et je sais, elle est très, très, très cliché. Je suis sûr que vous l'entendez 33 fois par jour. Mais ça me fait rêver. Donc, décrivez-nous comment c'est de voir la Terre depuis l'espace. Quels sentiments vous ressentez dans ce moment-là? Alors, dans le cas d'un vol orbital, comme mes 3 missions en navette, la première chose qui frappe, c'est que ça défile très vite. Vous ne pouvez pas dire « Oh, c'est chouette, je vais prendre une photo », c'est trop tard. Vous ne réussissez que les photos pour lesquelles vous avez préparé à l'avance la focale, l'appareil photo, enfin, avec la bonne exposition, etc. Mais comme ça défile très vite, le paysage change très vite. Parfois, c'est très coloré, les forêts tropicales, puis vous passez au désert, puis à l'Himalaya, puis aux atolls turquoises de Polynésie. Ça change très, très vite et c'est très, très beau. Et donc, avec les collègues, moi, je me souviens de mon premier vol avec Scott Parazinski. La première fois, on est dans l'équipe bleue, on s'occupe, on a une mission d'étude de l'atmosphère, on vole sur le dos en permanence. Donc, les deux grands hublots de la navette sont sur le plafond. On est à genoux sur le plafond qui fait face à la Terre. Et puis, on se touche comme ça. On rêve pas, là. C'est incroyable. Et on a beau voir des films, des photos. Et puis, ce qui frappe, c'est qu'on la voit sur le fond noir, vide du cosmos. On ne voit pas les étoiles. Il y a la Terre et on voit la limite. On voit qu'elle est alors, elle est grosse parce qu'on est près. Hein, donc, c'est une sphère qui est à peu près grande comme ça, quoi. Hein. Mais au-delà de l'horizon, c'est noir d'encre. La première sensation, c'est dans l'univers, il y a que nous. La Terre et nous, qui la regardons de haut. Et puis on se pose des questions sur la création, sur et pourquoi on est là et comment ça marche. Et on compare la Terre à un vaisseau spatial parce qu'on voit qu'elle est finie. Nous, notre vaisseau, on sait comment il marche. On connaît tous les systèmes jusqu'au moindre boulon, la moindre valve. Dans la navette, il y a 1 millier de pièces de plomberie, de valves et de pompes et les piles à combustible et les moteurs. Et on apprend par cœur parce que, enfin, on connaît bien notre vaisseau parce que c'est notre métier. Et puis on s'amuse à faire la comparaison avec la Terre qui est un vaisseau spatial. La Terre est un vaisseau spatial. Elle nous transporte, nous, dans le cosmos, à une vitesse de plus de 100 000 km par heure. Et parfois, elle est impactée par des astéroïdes. Mais contrairement à certains collègues, avec du recul, je me dis, elle n'apparaît pas du tout fragile. Quand vous voyez des impacts d'astéroïdes comme l'astroblème du Manicouagan au Québec, vous dites, heureusement qu'on n'était pas là quand ce truc est tombé, il y a 250 millions d'années, parce qu'on ne serait plus là. Hein. Et puis vous voyez les aurores polaires, donc vous voyez la vie électrique de la planète, vous voyez des ouragans avec des éclairs extrêmement brillants sur des dimensions de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. La Terre, elle a une vie climatique, tectonique, électrique, cosmique hyper puissante. Nous, on n'est rien du tout à côté. Elle nous survivra. Donc la première impression, peut-être pas la toute première, mais la deuxième qui nous vient quand on voit l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon qui est très très fine, on se dit finalement nous et tout le vivant avec lequel nous vivons en harmonie, la biodiversité dont nous faisons partie, on tient à ce mince filet de gaz et son équilibre stable mais fragile avec l'océan. Et donc, il y a un sentiment d'humilité très fort, mais c'est fantastique. Vous savez, les premiers mots de William Shatner, après son vol spatial à 90 ans, il a répété 3-4 fois. Il faudrait que tout le monde vive ça. Il faudrait que tout le monde voit la Terre de l'espace. C'est très, très fort. Mais c'est difficile à décrire parce que là, je vous l'ai dit avec des mots, je vous montre des photos, des images, mais une fois que vous le vivez vous-même avec vos yeux, c'est très fort. Il y a un sentiment très fort. D'ailleurs, j'avais un quiz pour Gilles. C'était, est-ce que tu connais de l'organisation
dont tu vois ici le logo. Tu connais pas? Starfleet. Starfleet. C'est l'organisation qui gère les vaisseaux de Star Trek. Ouais. On est tous des Captain Kirk quelque part ici. Hein. Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement mot à mot ce qu'on fait dans les agences spatiales aujourd'hui. Et c'est ce qu'on compte sur vous pour faire plus tard dans l'avenir et dans le futur. Hein, parce que Jacques nous a bien expliqué la différence. Merci Jean-François, le message est passé avec conviction.